Merci à tous. D'abord, en introduction, vous dire que le cas n'a absolument pas été sélectionné, c'est-à-dire qu'on a pris finalement la dernière procédure qu'on avait, en sachant pertinemment qu'on ne saurait pas à la fois ni le résultat, ni s'il y aurait une complication ou autre. Et on s'est mis dans les conditions du direct, mais pour éviter que ce soit trop long pour tout le monde, dans les conditions en live vraiment, on l'a enregistré au préalable et remontré par la suite. On va faire 3 arrêts durant le film qui permettront à tout le monde d'échanger justement sur le côté méthodologique, et technique. Et surtout, et si vous le souhaitez, n'hésitez surtout pas à interrompre à d'autres moments en levant. Bonjour à tous. Donc, nous allons aujourd'hui procéder à une fermeture percutanée de fuite paravalvulaire chez une patiente de 78 ans. Nous allons vous expliquer le cas clinique par la suite. D'abord, laissez-moi vous introduire l'équipe avec qui je vais travailler. Donc, vous avez ici, dans l'ordre Guénolé, infirmier, Gwenaël, infirmier anesthésiste, Marina, anesthésiste, Jérémy, infirmier, Martin, notre échographiste, et Benoît et moi-même qui allons procéder au cathétérisme. Notre patiente aujourd'hui est une patiente de 78 ans qui a eu 4 chirurgies cardiaques sur la valve mitrale. La première fois, c'était une commissurotomie à cœur ouvert par voie chirurgicale pour un rétrécissement mitral rhumatismal, puis un remplacement valvulaire par valve biologique, un second remplacement valvulaire par valve mécanique à double ailette de Saint-Jude qui s'est désinséré une première fois et qui a été repositionné par voie chirurgicale en 2007. Et depuis maintenant 2 ans, cette patiente a une anémie hémolytique et de l'insuffisance cardiaque qui s'aggrave en relation avec une nouvelle désinsertion de cette prothèse mécanique mitrale associée à d'autres valvulopathies qui ne vont pas être accessibles à un traitement aujourd'hui, une fuite aortique significative de grade 3 et une fuite tricuspide de haut grade. Néanmoins, après évaluation collégiale avec son cardiologue référent et son chirurgien référent, l'indication d'une reprise chirurgicale pour traiter ces valvulopathies a été récusée au vu de l'âge et des comorbidités et des antécédents. Et dans ce contexte, l'indication d'une correction percutanée de la fuite paravalvulaire mitrale a été retenue pour essayer de corriger au moins la partie hémolytique des symptômes. Dans un premier temps, nous avons reprélevé les marqueurs d'hémolyse afin d'avoir des données quantitatives juste avant la procédure de fermeture et afin d'avoir un suivi par la suite après la fermeture et à distance. Donc ces marqueurs d'hémolyse, bien sûr, schizocytes, LDH, bilirubine et haptoglobine. Je vous propose de regarder les données échocardiographiques transœsophagien 2D et 3D par Martin. Donc vous voyez ici la valve mitrale mécanique qui est en position anti-anatomique, qui est juste au-dessus de la valve aortique qui présente elle-même une fuite centrale. Et on voit tout de suite sur cette image la fuite paraprothétique mitrale qui est donc au-delà de l'anneau mitral prothétique, qui est assez importante avec une vena contracta qui a l'air assez large, même si l'extension du jet n'est pas visible complètement dans l'oreillette. Et en 3D, cette fuite qui a l'air située juste à proximité de l'aorte en 2D, on va la retrouver à ce niveau-là, à peu près à 11 heures en vue chirurgicale, l'aorte est en haut. Et on retrouve en 3D couleur la localisation de la fuite, qui est donc ici à 11 heures, avec l'aorte en haut, le midi qu'on va installer ici. La fuite est finalement un quart de circonférence, un petit peu moins d'un quart de circonférence, entre un huitième et un quart, avec une largeur maximale que tu as évaluée à combien? À 4 mm 4 mm. À ce moment-là, on va faire une petite pause. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions sur l'indication, sur l'aspect échocardiographique? N'hésitez pas, il faut que ce soit interactif, parce que justement, ça peut être intéressant de savoir si au Québec, Monsieur Jolicoeur, est-ce que vous l'auriez abordé, cette patiente qui a finalement juste une indication sur une hémolyse sur cette valve? Je pense que oui. Ok. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est quelle serait votre approche en termes de voie d'abord? De manière générale, est-ce que tout le monde partirait en transseptal en première approche, ou est-ce que du fait du caractère assez étroit, est-ce que la position mitrale, est-ce que certains d'entre vous seraient partis en transapical en première intention?
Non, finalement, vous êtes tous partants pour une voie transseptale en première intention. Ça correspond à un style de fit qui est assez standard, qui a l'air d'être probablement assez accessible, donc transseptal, agilis, et puis après on voit le choix de la prothèse une fois qu'on l'a traversé. Après, ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait les plaies de jet de la réinsertion. La prothèse, en fait, la fuite était vraiment tortueuse. Et on voyait les plaies de jet de chirurgicaux qui avaient été posés lors de la première réinsertion en 2007. Et on va voir que c'est un trajet très infractueux et que ça va rendre délicat la procédure. Oui, ça grince. Merci. Hop, allez, reprenons. L'approche va être de par voie d'abord transseptale. Ponction du septum interatrial, puis utilisation d'une gaine 8,5 French, dans laquelle nous allons introduire un TorqueView 180 degrés 6F, puis une sonde JR 100 cm. Voilà, c'est le système des poupées russes. Si nous n'arrivons pas à franchir le défect par cette voie-là, nous tenterons par la suite un échange et mettrons une gaine orientable Agilis. Et puis, voilà. Et puis donc nous allons voir et nous adapter en fonction de l'évolution par la suite. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, celui-là? Non, il n'y a rien à rajouter tout de suite. Tu as déjà ponctionné la veine. Nous allons surveiller la procédure par ACT durant l'ensemble de la procédure pour avoir un taux d'anticoagulation optimal permanent, avec un objectif entre 200 et 300. Un autre élément intéressant que nous pourrons vous montrer, c'est que nous avons repéré aussi la fuite par un scanner et avec reconstruction par le logiciel Trimension, nous avons localisé la fuite de même et les incidences de travail optimales pour essayer de localiser la fuite et de la franchir. Donc ces incidences de travail vont être l'OAD 30 pour avoir une vue de profil de la valve avec un défect qui serait situé au-dessus et OAG 60 caudal 30 pour avoir une vue en face de la valve par vue ventriculaire, éventuellement en complément. Ce que je te propose aussi, c'est de regarder la valve de profil avec le mouvement des ailettes pour savoir quelle est l'incidence qui va nous permettre de contrôler que la prothèse qu'on va mettre ne gêne pas le mouvement des ailettes. Un autre élément aussi important, c'est bien sûr sur ce type de procédure qui peut être relativement longue, nous attachons une importance particulière à la radioprotection. C'est la raison pour laquelle vous voyez que Martin va se protéger avec la protection plombée pour lui. Et que nous allons essayer de réduire la cadence image. On va travailler en 7,5. En 7,5 images secondes pour essayer de diminuer au maximum l'irradiation. Donc nous allons essayer de faire une ponction transseptale qui sera plutôt basse et postérieure pour se donner le maximum d'accès vers le toit de l'oreillette. Finalement, comme cette fuite se situe pas loin de l'endroit où se situe l'auricule habituellement, on peut imaginer que c'est un peu au même endroit qu'il faut faire la ponction transseptale. Voilà. Ouais. Ça te va ou pas? Ouais, ça me paraît. POG qui est élevé, qui est à 18 mm de mercure. Ouais. Donc voilà, système 8,5 French, on met le TorqueView LP TorqueView 180 degrés 6F. Je vais passer la 4 dessus, pour ça t'as de l'eau là. Merci. Je te donne tes rhumeaux droit. Ouais, théorème droit. Ok. Alors là, dans cette phase-là, on a un repère radiographique, mais finalement, c'est Martin, avec l'échographie, qui nous dit si on est tout près et si on est en train de passer ou pas. Alors des fois, on voit mieux sur le biplan, mais des fois, en reconstruction 3D, c'est assez variable. Là, forcément, on ne voit qu'en un seul plan, donc on ne sait pas si on est trop antérieur, trop postérieur. C'est quelqu'un chez qui l'auricule a été finalement retiré, ce qui n'est pas toujours le cas, même chez des gens multi-opérés. A priori, on charge à la bonne zone, Martin? Et en 3D, ça donne quoi, Martin, là, quand tu nous regardes en 3D? Cette partie est toujours plus ou moins longue. Je suis là. Pas passé, mais
suis bloqué, mais c'est dans la zone, non? C'est probablement que tu es dans un repli de couture derrière, c'est pas Ouais. trop dans ce cas-là. Je sais pas si Ah si, ça y est. Là, le passage a été... peu hasardeux. comme d'habitude, quand ça passe, c'est un peu plus Oui, franc. parce que tu as vu, il y a une zone de plate jet. Ouais, et un peu plus difficile. On va voir si On va voir si déjà le 4F passe 4F assez assure. facilement, parce que c'est celui qui va nous permettre de glisser ensuite le guide d'échange. Voilà, Ça y est, il est en train de passer. Ça c'est formidable. On essaye alors là de mettre le plus loin possible, au fond vers la pointe si possible. Il est là. Donc on va prendre maintenant le guide d'échange. Voilà, il est prêt. Alors. Donc c'est un emplatz stiff d'échange, extrémité extrémité souple de 7 cm pour bien se mouler dans le ventricule si possible et offrir le maximum de support. C'est pas dit que nous risquons sur ce petit orifice d'avoir des difficultés de franchissement de la gaine. Ouais, j'aurais préféré que ça se mette un peu. Voilà, c'est un peu sur le carreau. Je prends le guide. Tu pourras te remettre avec la vanne dernière, là, si tu veux. Tu veux que je remette la vanne? Non, essaye de passer comme ça, on verra ensuite. Donc on se donne un guide d'échange pour essayer d'avoir le maximum de support et pour permettre le franchissement avec le torque view. Voilà, oui, en approchant le... Voilà, Sébastien a approché la gaine de transseptal de 8,5F. Voilà, et c'est passé. Souvent on a... Voilà. À ce stade-là, on voulait faire un arrêt avec deux questions. D'abord, nous, c'est notre méthode, le système des poupées russes, mais probablement que vous avez des approches qui sont différentes et ça peut être intéressant de voir si vous auriez abordé de façon différente. Oui, ça c'est vrai, on aurait pu mettre tout à fait un guide de ta vie. On utilise le plan de l'emplacement stiff parce que c'est celui que j'utilise souvent en congénital, mais le guide de ta vie aurait tout à fait pu marcher. Ouais. Non, Alain, tu serais parti avec une Agilis d'emblée sur ce type de truc? Là, manifestement, de manière générale, enfin, le type de fuite que j'aborde, souvent, il y en a plusieurs endroits. Donc, maintenant, je me suis mis systématiquement à prendre une Agilis, que de toute manière, ça fait le job. Et il y a aussi une question de timing, c'est-à-dire que si on perd du temps avec une gaine qui finalement ne marche pas bien, le temps de changer, je trouve que c'est plus pratique d'aller directement avec l'Agilis, qui peut effectivement être, on va dire, peut-être un effet de précaution. Petite remarque, c'est vrai que si on a un échec avec cette procédure, l'Agilis c'est sur du 0,32, donc il faut toujours penser à avoir un 0,32 d'échange en backup pour pouvoir passer de la méthode poupée russe à l'Agilis en deuxième intention, si jamais on veut la prendre en deuxième intention. Claire, tu voulais dire? Ah oui, ça. Est-ce que certains d'entre vous l'auraient abordé en rétrograde en essayant par la horte, avec un franchissement VG, OG, capture, téléphérique? Non, ça, on l'a eu fait une ou deux fois, mais c'est pas forcément plus facile dans notre expérience. Et après, même, ça complique un peu la procédure, ça la rallonge en devant faire après téléphérique, la boucle, etc. Donc finalement, c'est vrai que... Et en plus, là, il y avait une valve... Non, c'est les valves natives avec fuite aortique de grade 3. Mais elle aura peut-être bientôt une valve. Ouais. Elle aura peut-être bientôt à ta vie. Ouais. Voilà. Ok, la deuxième question, donc ça c'était un peu le côté technique. Et la deuxième question, c'est le choix de prothèse. Qu'est-ce que vous mettriez comme prothèse? Là, c'est très intéressant d'avoir des avis très variés, n'hésitez pas. Romain, tu mettrais quoi, toi? Une prothèse de CIA, ouais. Voilà, tout. Alors, j'aurais demandé à l'échographiste une nouvelle évaluation des mesures, mais bon, je suis effectivement, c'est les trois prothèses que j'utilise actuellement, c'est les petites prothèses de CIA et puis plug 2 et éventuellement plug 3. Pour des petites parades de plus petite taille, j'utilise volontiers les AVO2 aussi, qui sont sur de bonnes prothèses pour ça. Monsieur Noble? Ce qui m'inquiéterait avec une prothèse de CIA, c'est qu'elles sont quand même un tout petit peu plus larges. On a une valve
Plus que 3, oui. Ouais, alors ça, de toute façon, c'est vrai qu'on n'a pas de données pour choisir l'une par rapport à l'autre, et c'est vraiment affaire de choix. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient utilisé d'autres types de prothèses? Qui c'est qui utilise l'Occlutech parmi vous? Il y en a qui ont l'expérience avec l'Occlutech carré? Non. Pardon, excusez-nous. Et une petite prothèse SCIV? Ouais. Moi, c'est ce que j'aime bien. Il y a une chose peut-être que j'aurais fait dans ce cas avec ce patient, c'est que j'aurais mis un deuxième guide. Voilà, parce que même s'il est assez facile à traverser, Si jamais on hésite entre une prothèse qu'on n'est pas sûr qu'une seule prothèse va faire le job et qu'on a une prothèse qui est placée, d'une part ça peut faciliter le refranchissement qui même s'il a été facile une première fois, il peut être difficile une deuxième fois alors qu'il y a déjà une prothèse en place. Et puis je pense que la deuxième règle, quand on met deux prothèses, il faut les larguer en même temps. Tout à fait, c'est la deuxième question qui venait après. C'était est-ce que certains d'entre vous auraient mis 2 guides en parallèle? Alors les avantages, c'est effectivement, ça permet un refranchissement facile lorsqu'on sait qu'on va avoir besoin de plusieurs prothèses. Et là, à la fois, on avait un trou qui n'était pas très large, qui avait été assez difficile à franchir, un peu en fractueux. Et on avait le sentiment que le guide allait éventuellement même gêner pour mettre la deuxième, enfin, s'il y avait besoin d'une autre prothèse. Donc, nous, notre choix n'a pas été porté là-dessus. On s'est dit qu'avec une seule prothèse, ça serait bien. Mais Et dans ce cas-là, tu as mis quoi comme guide en parallèle? Un guide à 0,14 ou un 0,35? Un deuxième stiff. Et tu ne penses pas qu'il peut gêner vraiment le déploiement et la forme de ta prothèse finale et finalement surestimer la fuite résiduelle? Disons que j'ai souvent été... je fais ça de manière assez... pas systématique, mais je le fais assez souvent. Et je n'ai pas été confronté à ce genre de problème. Par contre, ça m'est même arrivé d'en mettre 3 sur des fuites particulièrement complexes et d'être bien content de faire ça parce qu'il va y avoir un des deux qui lorsqu'on essaie de refranchir, va être perdu, entre guillemets. C'est vrai que c'est notre approche sur des fuites beaucoup plus larges où on sait qu'on aura besoin de plusieurs prothèses. C'est vrai que ça, c'est une solution envisagée. Le deuxième guide, c'est quel type de guide? C'est la même chose, non? Non, parce qu'il faut que ce soit un guide assez... Une fois qu'on a mis en place la prothèse, ça frotte un petit peu pour le refranchissement. Donc c'est exactement le type de guide, c'est-à-dire un ST7 avec une extrémité souple de 7 cm. D'autres remarques? Continue. Tendance à sous-estimer la taille, il faut essayer de mettre la prothèse la plus encombrante. La plus encombrante pour le trou et la moins gênante pour les leaflets. En trouvant un compromis, taille de la prothèse, effectivement, et conflit avec les leaflets. On partira sur une prothèse CIV de 6, là Par exemple, ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Benoît? Je sais, il y a un éternel débat entre Sébastien et moi. Moi, je préfère les CIA, Sébastien préfère les CIV, mais personne n'a la réponse. Je crois que c'est quelque chose de très difficile à résoudre. Et il faut, à mon avis, au moins 6, effectivement. CIV 6, ouais. Au minimum. Donc là, on retire le guide et le dilatateur et on laisse que l'extrémité du TorqueView 6F. Tu veux que je fasse flux contre flux? Bon, c'est bon. C'est bon. Donc on va se repérer à la fois sur la fluoroscopie et sur l'échographie pour le positionnement de la prothèse de part et d'autre du pertui paraprothétique. Donc là, on a la prothèse qui commence à passer à travers la gaine dans le pertui. Voilà. On va déployer le disque gauche dans le ventricule. Et alors le but c'est de reculer, de se plaquer contre la fuite et à ce moment-là de déployer la prothèse. Alors c'est visible à la fois avec la vue radiologique sur une valve mécanique. Donc là on nous voit arriver en et sur la vue échographique. On nous voit arriver en écho. Qu'est-ce que tu en penses, les ailettes, là? Là, elle a reculé. Les ailettes? Ça m'a l'air moins bon. Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait des problèmes d'ailettes. Ça va, les ailettes? Moi, je vois des bonnes ailettes aussi. Ah bah, je vais déployer. Donc la prothèse est déployée. On va maintenant donner
vraiment toute l'attention à l'échocardiographie 2D et 3D pour voir le positionnement de la prothèse, la diminution éventuelle de la fuite et l'éventuel conflit avec les ailettes et la gêne au mouvement des ailettes. Il y a une diminution nette de la fuite, mais une occlusion qui n'est pas complète. On dirait que le flux est quand même Avec un système moins rapidement véloce. moins véloce et qui est à la fois intra et paraprothétique. Donc il faut toujours se dire que c'est des prothèses qui se mettent un certain temps aussi à se boucher du fait de la membrane à l'intérieur. Donc il faut, même si là on a encore un peu de fuite, on peut se dire qu'elle peut aussi diminuer par la suite. Alors, il y a une partie qui passe encore sur le côté de la prothèse. Hein. Entre la prothèse et Ah ouais, elle casse bien la fuite hein, tout de même. Hein. Donc là, en vue de l'oreille gauche, on voit la prothèse qui est encore tenue par son câble sur le versant gauche, sur le versant oreille gauche. On voit bien qu'elle est au contact de la charnière de la valve à double ailette et on voit qu'il n'y a pas d'obstacle avec il n'y a pas de gêne à la mobilité des ailettes. Là, vous avez à la fois une vue auriculaire et ventriculaire. les deux ailettes sont mobiles. Et ouais, elle est très bien appliquée sur le versant atrial. La prothèse est bien positionnée, elle semble a priori bien stable. Elle n'entraîne pas de conflit avec les structures avoisinantes, en particulier les ailettes. Mais on a un résultat qui est partiel avec une diminution de la fuite, mais pas complète. On va essayer de mieux voir cet aspect-là. Un petit peu autour. Il reste un petit À la passage. partie inférieure. Il reste un petit passage à la partie inférieure. Plusieurs options se présentent à nous. Alors à ce stade-là, d'abord, si vous avez des commentaires sur le choix de la prothèse, sur la... Ouais. Vous pouvez réexpliquer les dimensions de la prothèse et le choix de la prothèse en taille. Alors c'est... Les dimensions du trou et le choix de la prothèse. Alors le trou, on avait estimé un diamètre à 4 mm sur le diamètre couleur. Hein, Martin, il est là, Martin? Ouais, c'est ce qu'on avait dit. On l'avait estimé à 4 mm à la fois sur la vue 3D couleur, après même en planimétrie, et c'est un petit peu ce qui avait été vu sur le scanner par Marc-Antoine au préalable. Donc on a un trou qui est assez anfractueux puisqu'il est au milieu de plaid-jet, donc il était assez contourné, et finalement, donc ça c'était le diamètre initial. Ensuite, pourquoi on s'est porté sur une prothèse de CIV? Parce que finalement, après c'est des questions d'habitude personnelle, hein, il n'y a pas tellement de preuves, mais la prothèse de CIV est assez rigide, donc on a le sentiment qu'elle va bien résister à l'hémolyse aussi, parce qu'elle est assez rigide, elle est habituée à gérer à haute pression, elle est assez encombrante, et elle a des disques par contre qui ne sont pas aussi larges que la prothèse de CIA, et là en particulier c'était pour ça qu'on a choisi cette prothèse, pour ne pas être en conflit avec les ailettes, qui était vraiment la préoccupation principale. Et donc en fait elle a un moyeu central qui fait 7 mm de diamètre, elle est un peu plus épaisse aussi que la prothèse de CIA, et des disques 7 plus c'est 5 de chaque côté il me semble. Comment c'est possible qu'il y ait encore un trou qui reste si on met une prothèse de 7 mm dans un 4 mm? Oui, hein, c'est ça. Hein. Parce qu'en fait le problème c'est que c'est 4 mm de diamètre maximal, mais la CIA n'est pas ronde, la fuite n'est pas ronde. C'est une fuite qui était probablement un peu en croissant, un peu en fractueuse, comme toujours. Même si, et ça pointe du doigt le problème majeur qu'on rencontre, c'est vraiment l'imagerie optimale du défect et son appréciation de son anatomie complète avant. Quoi. Alors, donc ça revient à ma question, pourquoi on ne prend pas l'autre diamètre? Pourquoi on ne prend pas la longueur? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est justement ce que disait Martin, il y en a d'autres qui travaillent sur la surface aussi, essayer de voir si la surface de la prothèse par rapport à la surface du défect. Mais en pratique, ça reste basique, c'est-à-dire on essaie de sursizer un peu par rapport au diamètre, on essaie de choisir la prothèse qui va être la plus encombrante, et c'est vrai que pour l'instant, ça reste artisanal, et je pense que la méthodologie pour définir le choix de la prothèse de façon beaucoup plus précise, comme vous le soulevez, à mon sens, pour moi, c'est pas encore parfait, et ça reste à bien définir. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'amélioration hémodynamique, la POG est toujours la même, parce que le défaut, le défect résiduel semble quand même assez important. J'avancerai ma gaine à travers la prothèse, je réintégrerai la prothèse, je mettrai un deuxième guide et puis je mettrai peut-être un plug, soit un plug 3, soit, mais je pense que tu n'avais pas cette option, soit un plug 2 peut-être un petit peu plus large de 8 mm par exemple, avec la possibilité d'en mettre un deuxième. Mais ceci dit, parce qu'il y a quand même une chose qui est très importante et qui est même quand même assez rassurante, c'est qu'avec une prothèse de ça, comme ça, tu n'as pas gêné
Tout à fait ça, parce qu'il y a une tension sur le câble qui maintient la prothèse dans une position qui n'est pas la position finale. Et c'est la même chose qu'on peut se dire quand on met le guide en parallèle, c'est que ça ne sera pas vraiment la position finale et qu'on a du mal à apprécier le résultat final dans tous les cas. Et disons que dans ce cas-là, on est en situation technique finalement assez simple, donc on peut se permettre peut-être d'essayer de l'avoir un petit peu mieux, et l'option c'est de larguer la prothèse, de voir ce qui se passe, et en étude. Merci, moi j'ai juste un petit commentaire côté imagerie, échographie. Sur le largage, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais on a souvent des difficultés en échographie pour voir la portion ventriculaire de la prothèse, parce qu'on a le cône d'ombre de la prothèse. Souvent il y a une calcification de la fuite, se fait dans ce côté-là. Et c'est vrai qu'on a du mal à certifier, et vous avez des critères aussi au rayon X, que vous êtes bien sûr au contact de la prothèse. Vous pouvez aller en transgastrique, mais c'est souvent une difficulté technique, je ne sais pas quelle est votre expérience. Et le deuxième point, c'est sur la quantification objective de la sévérité de la régurgitation, parce qu'il y a des éléments subjectifs, on a envie que ça marche. On dit, voilà, ça transforme une fuite facilement quantifiable à plusieurs G, difficilement quantifiable, et souvent on dit, ouais, regarde, c'est moins important, etc. C'est difficile d'apprécier objectivement la sévérité de la fuite. Et je ne sais pas comment résoudre ce problème, parce qu'on est toujours subjectif et c'est compliqué. Voilà, deux commentaires côté imagerie. C'est exactement ce qu'on se faisait comme remarque avec Marc-Antoine, on partage complètement ce point de vue, c'est-à-dire que même, mais au-delà même, la fuite avant, quantifier de façon fiable la fuite avant et après, même, et donc c'est assez subjectif, complètement, on n'a pas vraiment de critères quantitatifs, et dans le registre c'est assez discordant, des fuites qui étaient étiquetées de grade 2, mais avec des HTP post-capillaires qui étaient importantes, et des patients très symptomatiques, alors que, donc c'est assez difficile à grader, même avant, et encore plus après, quand effectivement il y a plusieurs G. Donc ça fait partie des limites. C'est sur le choix peut-être de la suite. On a une hémolyse massive comme enfin, dans cette expérience-là. Et souvent c'est sur des G comme ça, hein, c'est infractueux, ça va sur la prothèse. Et donc là on est un peu pris, c'est vrai qu'on a l'impression que la fuite est plus réduite, mais peut-être qu'elle est maintenant très hémolytisante. Alors peut-être qu'il y a une idée d'essayer de mesurer le gradient VG OG, peut-être que c'est une piste de réflexion en disant si on a une Vmax à 5 mètres qui devient 6 mètres, peut-être que c'est plus hémolytisant. Alors c'est la question que j'ai posée tout à l'heure à M. Jolicoeur, c'est finalement qu'est-ce qu'on a comme marqueur chez nos patients pour prédire l'hémolyse après et actuellement, pour l'instant, bon, chacun a sa petite expérience, ce que tu dis, mais il n'y a pas d'évidence ou de preuves et de choses qui sont bien définies pour savoir quels vont être les patients qui vont faire de l'hémolyse. Donc c'est vrai qu'à ce stade-là, on est complètement dans le flou pour savoir est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on s'arrête là, est-ce qu'on cherche à refranchir éventuellement en parallèle. Alors pour l'hémolyse, il y a peut-être quelque chose qui est intéressant, c'est le shear test là, que développe le collègue Lillois dans une autre indication. C'est peut-être quelque chose à tester, on y pense. Voilà, vous pourrez me demander, c'est quelque chose pour évaluer les fuites après thérapie, avec une augmentation immédiate de certains marqueurs biologiques liés à plaquettaire, où en quelques minutes, on voit un degré de... ce critère augmente en fonction de si la fuite est plus importante. Alors, est-ce que ça marche dans ce genre de choses? Je ne sais pas du tout, mais c'est une piste de réflexion. Sur l'aspect biologique profond, excusez-moi, je suis... Pour le marqueur, c'est ce petit travail qui a été fait par les Lillois sur le facteur vibrant. Quand il y a une accélération très forte intracardiaque, on a des sténosortiques, ils se dépolymérisent, et quand les radioglobés, ils reprennent sa configuration normale. Effectivement, dans les fuites parapronétiques établies, il y a un revue de New England de 2016 qu'on avait, là, qui montre très clairement que quand on a une mia massive post-tabie, ils se repolymérisent, mais par un autre mécanisme qui fait la sténose de la régurgitation. Et c'est ça leur test qui est Alors, est-ce que ça aurait un intérêt là-dedans, peut-être? Exactement, oui. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une accélération dans l'organisme, comme une sténose vasculaire, en fait, ils se dépolymérisent. C'est vraiment un marqueur très puissant de la mécanique fluide anormale dans le système sanguin cardiovasculaire. En combien de temps? C'est quelque chose qu'on peut utiliser pendant la procédure ou c'est... C'est en quelques minutes. Ça va très très vite en fait. D'accord. Donc voilà, c'est une des pistes de réflexion pour réfléchir à ce moment-là. Allez, à ce stade, mais c'est plus par intérêt, mais votre avis personnel, qui arrêterait, qui continuerait, qui changerait de prothèse? Allez, première option, qui s'arrête à ce stade? Personne. Qui change de prothèse? Ok. Et d'accord, donc AVP2, qu'est-ce que tu prendrais toi, Hélène? Peut-être, comme elle fait le choix de la CIV, peut-être simplement une taille au-dessus. Sinon, Une CV8. Et toi, Claire? un peu. Un
plug 3, ça montre l'hétérogénéité vraiment des pratiques, hein, c'est intéressant. Et qui c'est qui finalement, par contre, retenterait de passer en parallèle, mettre un autre guide et une deuxième prothèse en parallèle? Deux prothèses, deux personnes. Okay. Et dans ces cas-là, vous mettriez quoi en plus, si on arrivait à franchir? Nous, c'est l'option qu'on avait considérée et on aurait mis un plug 4, je pense. Parce que ça passe dans du 4F. On ne pensait pas arriver à repasser une gaine, on aurait passé qu'une sonde JR, je pense, et on aurait mis un petit plug 4 en parallèle. Je pense que c'est l'option qu'on avait envisagée, mais c'est vrai que l'idée de recapture, de remettre et de changer de prothèse, mais en fait, celle-là, elle était quand même pas loin des ailettes, elle était assez encombrante, elle était pas mal, donc finalement, on n'avait pas trop envie de l'enlever, mais... Et la procédure avait été assez rapide, et dès qu'on commence à enlever, retirer, recommencer, toujours un peu plus craintif après sur la suite. Est-ce qu'on cherche à compléter le résultat en passant un petit bloc 4 ou une autre petite prothèse en dessous? Je pense que c'est extrêmement difficile de repasser un guide à côté. On peut toujours essayer, mais c'est assez difficile. Il y a aussi un autre choix, c'est de dire cette prothèse, on a peut-être été un peu plus unanime. Est-ce qu'on en met une un peu plus grosse? Ça fait partie des possibilités. Déjà, on voit qu'elle est bien comprimée là, sur la scopie. Donc, je pense que par rapport à la taille du pertuis, elle est de bonne taille et elle est déjà assez proche des ailettes sans les couvrir. Donc, je ne suis pas sûr que ça... C'est aussi mon avis. Et je soulève cette hypothèse de principe. On s'arrête là ou on continue? Il est quelle heure? On en est à une demi-heure de procédure. Est-ce que tu as fait des petits mouvements de suspension pour être sûr qu'elle soit bien stable? Elle a l'air parfaitement stable et complètement coincée. Hein. Je ne suis pas très inquiet, mais c'est un peu le principe à nouveau que je... Oui, c'est parfait, elle est parfaitement stable. Ça, elle bouge pas. Alors l'idée, c'est à ce niveau-là de la procédure, l'idée c'est soit de se dire on arrête, c'est déjà bien, et il est possible que la prothèse, en finissant de s'endothélialiser, de se thromboser, va permettre de boucher toute la fuite. C'est possiblement le cas. Ce qui est gênant, c'est que cette patiente est indiquée pour une anémie hémolytique et qu'on laisse un petit pertuis. Donc potentiellement, on peut laisser de l'hémolyse. Et donc, comme la procédure a été relativement rapide, on a fait une demi-heure depuis la ponction transseptale pour tout faire. On va se donner 5 minutes pour essayer de passer, tout en gardant la stabilité de la prothèse maintenue par le câble, d'essayer de passer en parallèle une petite sonde JR. Alors, donc on reprend le Terumo là, à cause de son caractère glide. J'ai regardé l'heure, on n'a qu'à dire qu'on se donne 10 minutes pour essayer de faire ça. Parce qu'on a tout de même déjà un résultat assez sympathique. On aimerait bien avoir un... Et surtout chez cette dame, on ne veut pas prendre de risque. C'est une patiente qui est quand même très fragile, ça sert à rien de passer... Bon, bref, on n'a pas réussi. Tu nous filmes en train de... Tu essayes de voir le largage en 3D, là. C'est des fois, on arrive à le voir en 3D, ça a toujours un côté un petit peu... Allez, ok, je dévisse. Voilà. Je dévisse. C'est bon. En fait, ce qu'on va voir, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au largage, elle a pris une position encore un petit peu plus favorable. Voilà. On a très bien vu aussi en... Oh, il reste rien comme fuite, non? On dirait même qu'elle s'est rabattue, non? Ben, ça se peut parce que en larguant, il y a le feuillet peu... auriculaire se plaque plus contre le... Ça serait sympathique si ça avait encore diminué. Oui, ça a diminué, non? Ouais, c'est dans la prothèse, hein. Tout ça, c'est très subjectif. Bon, nous, on est toujours optimistes, c'est normal, sinon on ne continuerait pas ce métier. On s'arrête là, c'est bon, ça va? On a l'impression que c'est quand même complètement... C'est des jets qui ont l'air intraprothétiques, complètement cachés par la prothèse, non? Bon, on vous a présenté cette procédure. Il y a plein de choses qui peuvent être discutées tout au long, le choix de la prothèse, la manière d'arriver à franchir le trou et toutes ces choses-là. En tout cas, dans les choses sur lesquelles on a fait attention, c'est notamment la dose de rayon. Et en temps de procédure, à partir du transseptal, il y a eu 50 minutes.
il faut être tout à fait franc, on a eu des procédures qui ont été beaucoup plus longues. Donc ça, c'est l'évolution initiale. Et puis ce matin, j'ai rappelé son cardiologue pour avoir des nouvelles encore plus fraîches. Et donc en fait, sur l'hémolyse, c'était intéressant de voir que l'aptoglobine était encore effondrée, mais par contre, il n'y avait plus du tout de déglobulisation. Donc depuis la procédure, elle n'a jamais été retransfusée. Donc ça, c'était finalement la bonne information. Sur le plan cardiaque, elle restait en insuffisance cardiaque, mais elle a une fuite tricuspide de haut grade. Et après, mais la patiente, enfin, après c'est toujours très subjectif aussi, elle se disait un peu moins essoufflée pour le... voilà. Mais bon, normal. Deux commentaires. Le premier, c'est qu'il va y avoir un papier qui va sortir sous peu de l'étude de la myoclinique pour l'aspect hémodynamique. En fait, ils ont regardé chez une trentaine de patients l'onde V. Et si on a une régression de plus de 20% de l'onde V, en général, on a une association avec un bon résultat en termes de sévérité de la fuite. C'est peut-être quelque chose d'intéressant à évaluer. Et deuxième chose où je me permets de rebondir, vous avez dit plusieurs fois que vous avez fait attention à la radioprotection. À 81 ans, mais moi, j'ai peur quand je vous vois travailler là. Il y a deux choses. Pas d'une aide de protection pour un opérateur. Vous avez le casque protège moins que les lunettes. Donc la cataracte, elle peut arriver pareil. Vous enlevez la vitre, vous la donnez à l'échographiste. Vous avez une protection qui est absolument mauvaise là, si vous enlevez la vitre. Nous, on a un détecteur en direct. Je vous assure que si on enlève la vitre, on le voit tout de suite, ça fait que biper. Et l'échographiste est mal protégé avec cette vitre-là. Je pense que vous pouvez investir dans une vitre mobile qui ne coûte pas forcément très cher et qui permet de le protéger correctement. C'est juste qu'il faut protéger son échographiste. Ouais. Mais là, la radioprotection, c'est 2 sur 10. C'est exactement ce qu'on a dit. On s'entend parler. Ouais. Et bon, tu as parlé de cet investissement et je crois qu'il y a des personnes dans la salle qui sont responsables de cet investissement. Ça coûte moins cher qu'un cancer chez l'échographiste et chez les interventionnels. Voilà. Et en ce qui me concerne, les lunettes étaient cassées et je dois les toucher ces jours-ci. Non, mais ça c'est bon. Avec nos physiciens et spécialistes des rayons X, en fait, c'est une protection beaucoup moins importante que les lunettes. Nous, on met les lunettes et le casque. Le casque est super pour aussi les projections dans la figure. Surtout quand on a un collègue maladroit à côté. Non, ça c'est vrai que c'est très important. Vous qui connaissez apparemment en radioprotection le chapeau qu'on peut mettre sur la tête, est-ce que c'est un conseil? Nous, on a essayé avec nos physiciens et on a plutôt pris l'option du casque. Et le casque qui est long comme vous avez. Qu'est-ce que vous pensez du zéro gravity? J'ai pas expérimenté. C'est vrai que nos électrophysiologues travaillent carrément avec on appelle la cage. Alors c'est pas très pratique pour nous, mais visiblement les nouvelles cages, on peut bien bouger les bras et notre électrophysiologue est carrément plus stabilisé. Vous avez des problèmes de dos et zéro gravité du mettre pas. La cage peut être intéressante pour l'échographiste par contre. Mais surtout la vitre. Il y a une vitre qui commence, là il y a un mur tombé et la vitre commence sur cette hauteur-là. Maintenant nous on la met d'office pour toujours nos cas. Et même quand on ne fait pas des cas comme ça, il n'y a pas d'échographiste. Pour le personnel de la salle de cathétérisme qui travaille sur un ordinateur un petit peu plus loin, on leur avait mis des testeurs, enfin des mettre en direct et ils sonnaient beaucoup. C'est intéressant. Voilà. En tout cas, ça permet de sensibiliser à ça, tout à fait. Merci. Voilà. On va enchaîner. Donc on a parlé des fuites principalement.